vous avez dû aussi le voir passer, toutes ces femmes qui écrivent en masse à des criminels aussi. Là, on l'a vu. Alors, toi, tu qualifies ça de fait divers, d'ailleurs, Patricia. Récemment, Salah Abdeslam qui attend un enfant. Parce que Nordal Lelandais aussi. Voilà, parce qu'il a trouvé une compagne parmi les centaines de femmes qui lui écrivaient. Pourquoi est-ce que à chaque tueur en série, c'est groupie? C'est quand même particulier. Il y a plusieurs explications. Enfin, moi, ça me fascine aussi. J'ai pas mal écrit dessus. En fait, il y a plusieurs explications. Déjà, il y a le fait que certains psys ou criminologues expliquent que c'est le syndrome du sauveur, de la sauveuse. En fait, il y a cette volonté chez ces jeunes femmes-là, c'est souvent des jeunes femmes, de se dire je vais le changer, je vais être l'élu et je vais le faire reprendre le droit chemin. Et donc il y a cette fascination là, et il y a aussi ce côté, moi je l'avais pas mal vu sur Charles Manson, donc qui était à la tête d'une secte et qui a commandité des meurtres. Il y a ce côté un peu provoque aussi chez certaines ados qui se disent je vais écrire à un prisonnier et je prends pas trop de risques parce que le mec est condamné, il est dans le couloir de la mort, donc il y a peu de risques qui sortent, donc voilà. Mais ce qui est intéressant avec Libristophilie ou le syndrome de Bonnie and Clyde, c'est qu'en fait ces jeunes femmes-là, elles aiment pas, elles aiment ces hommes-là à cause de leurs crimes, c'est-à-dire qu'elles ne croient, même s'ils sont coupables, elles s'en foutent. Enfin justement, il faut qu'ils soient coupables. Et si justement il s'avère qu'ils sont innocentés, elles ne les aiment plus. Et c'est assez dingue. Il y a plein de forums sur Internet qui regroupent ces fans de tueurs. Mais en revanche, c'est ce que je disais tout à l'heure. Beaucoup de productions capitalisent sur ce syndrome-là et sur cette fascination très glauque des jeunes femmes. Et c'est pour ça que, par exemple, la série Dahmer de Ryan Murphy, elle a pris Evan Peters ou Peter Evans, je confonds, Evan Peters comme acteur principal, qui jouait dans American Horror Story, qui est une superstar chez les adolescentes, et ça c'est pas anodin comme choix de casting. Et sur TikTok se mélange à la fois des vidéos où il y a des images d'archives de Dahmer avec des images de la série actuelle, avec des chœurs, avec de la musique tire-larme, mélo, etc., avec des He's so hot, he's so sexy, et ça c'est problématique complètement. Et justement, est-ce que du coup en tant que journaliste on se met une espèce de réserve sur comment traiter ces faits divers et est-ce qu'on se met une limite éthique en se disant faut pas trop que j'humanise la personne, en tout cas faut pas trop que je rende ce parcours normal et désirable, ou est-ce qu'au contraire on se dit il faut coller Non, mais il faut être dans la réalité. Si tu veux, moi, je vais prendre un petit peu, dans chacune de ces affaires, je prends un petit peu de recul ou un angle de biais. Tu vois, comme dans Les Femmes et l'Assassin, pour ne pas glorifier Guy Georges, c'est pas lui le héros, donc ce sont les victimes, les représentantes des victimes. Mais Guy Georges, tu racontes quand même en long, en large, en travers son histoire, son enfance. Mais ça n'empêche pas, si tu veux. Tu vois, on est auteur, journaliste, spécialiste de faits divers, moi, documentariste maintenant. Il faut la traiter, la réalité. Et la réalité du parcours de Guy Georges, pour le comprendre un minimum, celle d'un bébé abandonné qui toute sa vie va galérer, d'une famille d'accueil en foyer, ça explique quelque chose. Et il ne faut pas l'occulter. Mais cela dit, il ne faut pas non plus occulter, si tu veux, la mère de victime, les victimes, la commissaire qui va traquer le mec et tous les à côté. Tu vois, Puis après, on peut se dire aussi que de toute façon, venir pointer du doigt que quelqu'un comme Guy Georges a eu une enfance très déséquilibrée, ça peut aussi permettre de mettre sur la table certaines problématiques comme le fait qu'il y a des gens qui ont des enfances déséquilibrées, etc. Je pense que le côté psychologique ou psychiatrique, il est important dans le traitement de toutes ces affaires, justement pour mettre un écran, tu vois. Et est-ce qu'il n'y a jamais une peur quand on relate justement les faits divers? Et je vais me tourner vers toi après, Ludoc, parce que tu expliques de façon assez détaillée des buts de communication, comment ces gars-là font et tout. Est-ce qu'il n'y a pas toujours la crainte quand on raconte de pouvoir donner un mode d'emploi du crime? C'est pour ça que je pense que le mode opératoire, il ne faut pas forcément trop rentrer dans les détails. Là, c'est les 25 ans de Faites entrer l'accusé cette année. Il y a eu la 300e dimanche et je me suis un peu replongée dans les archives et il y en a une où Christophe Ondelat raconte donc c'est l'histoire d'une femme qui a tué sa meilleure amie et vraiment, mais c'est d'un glauque, et il va vraiment dans le détail en disant, et il met ça, et c'est devenu un mème sur les réseaux, et elle finit par elle lui coupe la tête et met la tête au four en mode pyrolyse à 280 degrés. Est-ce qu'on est
est-ce que C'est c'est vraiment la recette, nécessaire quoi. C'est la Est-ce ref que- absolue Est-ce de que Fela, c'est ouais. nécessaire de savoir tout ça? Et je pense que c'est là où il faut se mettre une limite. Enfin, moi, je sais que dans Affaires sensibles, j'essaye de moins... Enfin, je raconte le crime parce que c'est aussi pour ça qu'on raconte l'histoire, mais donner tous les détails, c'est... Enfin, moi, je trouve que c'est assez suranné de faire ça maintenant parce que c'est pas forcément ce qui est intéressant. Et je pense qu'il faut aussi avoir en tête qu'on écrit un peu sur la peau des gens, enfin, qu'il y a encore des victimes. Ouais. Et typiquement, je reviens là-dessus parce que je déteste cette série, mais la série Dahmer, les victimes n'ont pas été prévenues. Les familles de victimes de Jeffrey Dahmer n'ont pas été prévenues par Netflix. Donc, c'est-à-dire qu'elles ont découvert, comme tout le monde, une série qui glamourise complètement et qui esthétise complètement des crimes ignobles en cliquant sur Netflix. Et donc, c'est ça aussi qu'il faut pas oublier, c'est les victimes. Ouais. Et parce que, surtout, moi, je me rappelle quand j'étais ado, j'étais hyper choquée par les criminels qui racontaient volontairement les détails. Il y avait notamment Albert Fish, qui était un pédocriminel qui envoyait des lettres très, très, très détaillées, qui était vieux, il envoyait des lettres très détaillées et tout. Narcissique et mégalo. Exactement. Et il y avait le côté les truc, flatte, il y avait un côté sadique aussi, et montrer à la famille, voilà ce que j'ai fait en détail, point par point, etc. Et je me dis effectivement quelle devait être la douleur à l'époque de ces familles de recevoir ça. Et là, la série Dahmer, ça avait fait scandale aussi pour ça. Ludoc, toi, quelles ont été tes limites dans ce que tu voulais montrer ou non pour éviter que ça puisse donner des idées? Je pense pas qu'on devienne pédocriminel en regardant un documentaire sur YouTube, mais peut-être en se disant ok, peut-être qu'il faut que j'évite de mentionner tel site, tel... Mes limites, elles étaient sur la partie enquête sur les pédocriminels, parce que j'ai discuté avec beaucoup de gens à la brigade des mineurs, et je voulais effectivement pas donner toutes les clés, enfin leur façon d'enquêter, pour pas que les pédocriminels puissent justement plus facilement se préparer. Elle était là, ma limite, elle était sur la partie enquête, sur la partie comment les pédocriminels influencent les enfants. C'est pas que j'avais pas de limite, mais là je me suis dit il faut que j'explique parce que ça va créer un déclic chez des jeunes, et c'est le cas puisque j'ai reçu beaucoup de mails ou de commentaires. Donc là l'idée c'était d'expliquer pour le coup la méthode des pédocriminels, parce qu'ils ont des méthodes, c'est mise en confiance, isolement et confrontation, et le fait de les expliciter, et sans aller forcément dans le détail, mais juste d'expliquer comment ils fonctionnent. Il y a beaucoup de jeunes qui, quand ont vu ça, se sont dit « Ah, mais c'est vrai que ce gars-là qui me parle depuis quelques mois, c'est exactement ce qu'il me fait, c'est exactement les mots qu'il utilise, c'est exactement les techniques qu'il utilise. » Donc là-dessus, je me suis dit ça, il faut que je donne les clés. Il n'y a que sur la partie enquête judiciaire et policière où j'ai un peu calmé le truc pour pas que ça devienne un manuel pour les prédateurs, pour qu'ils puissent s'en tirer. Et comment tu as géré du coup cet afflux de personnes qui réalisaient, enfin de très jeunes du coup, qui réalisaient qu'ils étaient eux-mêmes en communication avec des pédocriminels? Est-ce que tu les as redirigés? Comment est-ce que tu as fait? En fait, moi, quand le documentaire est sorti, je voulais pas juste que le documentaire sorte et que je passe à autre chose. J'ai bossé avec plusieurs associations, notamment l'association Caméléon, et pour essayer de donner une sorte de pack de sensibilisation, de pédagogie. Donc en fait, aussi dans le documentaire, j'en parle, je donne le numéro de e-enfance, je donne les différents assos, et je le donne en description, et je le donne sur mes différents réseaux, et à chaque fois qu'on m'envoie un mail, je redirige vers les bonnes personnes, parce que c'est vrai que je suis devenu un peu porte-parole de ce combat, sans le vouloir, et sans être expert ou spécialiste, donc j'ai tendance plus à rediriger vers les bonnes personnes. Et est-ce que ça te donne envie du coup de mettre à profit ton talent, ta notoriété pour faire peut-être d'autres enquêtes sur ce sujet ou sur d'autres sujets? C'est l'idée, mais après c'est toujours un truc que j'ai eu envie de faire moi depuis toujours, c'est de profiter un peu de cette exposition pour essayer de sensibiliser et d'amener un peu de pédagogie sur des sujets, et du coup typiquement dans les prochains documentaires sur lesquels je bosse, l'idée c'est pas juste de relater le fait, mais c'est d'amener un peu de sensibilisation autour pour qu'on en sorte et qu'on ait appris des trucs et que ça nous change un peu. Et bienvenue dans la fin de ce tunnel. Si vous avez loupé le début, ce qui est très dommage pour vous, sachez que vous pouvez le réécouter dans son intégralité en replay sur le site et l'application Radio France, mais aussi sur toutes les plateformes de streaming et sur YouTube. N'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles, n'hésitez pas également à aller liker les extraits sur les réseaux sociaux. Bref, faites-vous plaisir, faites-nous plaisir. Ce soir, je suis avec Sarah Koskevic, Ludoc, Constance Villanova et Patricia Touranchot pour parler des faits divers. Et on a beaucoup discuté de plein de faits divers différents. Et j'aimerais quand même qu'on discute d'un truc, parce qu'on entend très souvent, notamment chez certains bords politiques, que la société devient de plus en plus violente. Est-ce qu'il y a vraiment plus de faits divers qu'avant ? Il n'y a pas plus de meurtres, en tout cas en France.
En France, il y a 1 millier de meurtres chaque année. Je croyais que tu allais dire par jour. Non, non. Intense. Et ça, c'est un chiffre stable. En revanche, les viols, peut-être parce qu'il y a plus de plaintes, plus de déclarations, et les violences sexuelles, il y en a beaucoup plus. Mais c'est comme ça que la Suède était en tête mondiale, je crois, du nombre de viols. En fait, c'est juste que c'est un pays qui est plus féministe et du coup, les femmes étaient mieux reçues dans les commissariats qu'en France. Comment elle vient se placer notre empathie par rapport aux faits divers ? Est-ce qu'il y a une gradation ? En préparant l'émission, j'ai discuté avec ma petite sœur et elle m'a parlé du train qui a déraillé le 14 novembre 2015. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu racontes ? Et elle me dit, si, un train qui a déraillé. Je lui dis, mais j'en ai jamais entendu parler. Elle me dit, bah oui, mais le 14 novembre 2015, qu'est-ce qu'il y avait eu la veille ? Et en fait, c'était le lendemain des attaques dans Paris, Bataclan, tout ça. Et il y a eu un essai d'un TGV en Alsace. Et le truc a déraillé, il y a eu 8 morts. Et ça a changé plein de choses. Par exemple, il n'y a plus le droit d'avoir des gens hors staff dans les rames, dans les wagons d'essai, etc. Il y a eu plein de nouveautés. Mais on n'en a pas entendu parler parce que la veille, il y avait eu le Bataclan. Alors qu'en fait, si ça avait été isolé dans le calendrier, peut-être que ça aurait fait 10 jours d'actualité. Et ça veut dire que ta sœur, ça la touche particulièrement ou elle t'en a parlé comme ça ? Non, ma sœur est juste folle, genre elle retient tous les faits divers. Non, mais c'est parce qu'en fait on parlait ensemble de ce que font certains médias, notamment d'extrême droite, qui font quand même un halo constant sur certains faits divers sur lesquels ils vont faire de la curation pour sortir ceux qui vont le plus servir leur agenda. Et c'est vraiment de la récupération politique. Après, cette récupération politique est déjà arrivée aussi à gauche, et tu cites des exemples, je crois, dans ton livre, ou je sais plus si c'est toi ou si j'ai lu ailleurs. Sur Richard Durn, le tueur du conseil municipal de Nanterre. Il y a des récupérations, on pense notamment à Jospin, mais tu vas expliquer mieux que moi, qui avait proposé des mesures avant le premier tour en 2002 suite à une affaire. Ouais, en fait, c'est la tuerie au conseil municipal de Nanterre, donc en 2002, 27 mars 2002. Et Richard Durn, le type, en fait, va faire un carton, parce que c'est un dingue, et qui avait eu, en plus, une arme à feu de manière légale. Et il en avait même 2. Et donc, il va tuer 8 conseillers municipaux de Nanterre. Il visait, en fait, la mairesse Jacqueline Fraisse, pour se venger de cette ville de Nanterre qu'il a soi-disant exécrée, qu'il l'a mis de côté. Bref, le type allait vraiment pas bien. Et il y a eu beaucoup de blessés. Et par la suite, donc Jospin, c'est entre les 2 tours, va proposer évidemment de légiférer sur les armes à feu, etc. etc. Mais il y a très souvent les politiques qui s'emparent des faits divers. Je veux dire, à l'époque de Sarkozy, le moindre fait divers, il voulait créer une nouvelle loi. Il y avait eu l'affaire Laetitia Pérez en 2011. Donc c'est une jeune femme qui avait disparu, qui avait été tuée, découpée en morceaux, violée, par Tony Payon. Payon. Et il avait voulu modifier la loi sur la récidive, c'est ça, il me semble. Il avait capitalisé dessus parce qu'il avait déjà été condamné, il me semble, pour viol. Mais ce qui est intéressant, c'est que oui, il y a une récupération de plus en plus. Moi, ce qui me fait peur, c'est par exemple en ce moment, il y a beaucoup de sujets sur la violence dans les banlieues, sur les règlements de compte au couteau à Bagneux, etc. Sur les lycées où il y a une attaque dans les lycées. Mais moi, je suis fille de prof, j'ai l'impression que ça a toujours existé et que c'est de plus en plus commun d'en faire, comme tu dis, c'est pour justifier un agenda. Et moi, ce qui me choque aussi, c'est le vocabulaire. À chaque fois, on va chercher les origines de la personne qui est mise en cause dans un crime. Je pense à l'affaire Lola en 2022, qui a été complètement récupérée par l'extrême droite. Donc cette gamine qu'on a retrouvée découpée en morceaux, il me semble, dans le 19e à Paris. Et en fait, au point que la famille a dû demander qu'on arrête cette récupération-là. Et en fait, le vocabulaire a tellement changé que maintenant, on dit mais lui c'était une OQTF, quoi. On définit les gens par leur statut, leur nationalité. C'est hallucinant à quel point en ce moment c'est rentré dans le jargon et le traitement médiatique et je trouve assez problématique. C'est très bien raconté dans la série La Fièvre. Oui, bien sûr. Étonnamment sur ma canal qui appartient à Bolloré. Mais et pour toutes les personnes que ça intéresse, il faut vraiment se pencher sur cette série et la revoir. On va prendre un abonnement sur Canal+. Aïe, on veut pas leur donner d'argent. Mais ça, c'est bien raconté. Sarah, tu vas te faire call-out. C'est pas mon problème. Putain, je suis vieux. Et puis, ce qu'on n'a pas dit, mais c'est hyper important, il y a les réseaux sociaux maintenant. Est-ce qu'il y a plus de crimes ? Est-ce qu'il y a plus de gens d'extrême droite ? Est-ce qu'il y a plus de gens racistes ? Est-ce qu'il y a plus de féminicides ?
mais je sais pas s'il y a plus ou moins, mais en tout cas, il y a les réseaux sociaux et les chaînes d'infos en continu. Et très honnêtement, moi, j'ai fait un test il y a pas très longtemps, j'ai passé 2 jours à écouter les chaînes d'infos en continu. Ça devait être trop bien. Ah bah écoute, c'est parti en vacances après quoi. Et non, mais pour voir le matraquage, j'ai écouté aussi les radios d'extrême droite. Et sans déconner, ça rentre dans ta tête. Bien sûr. Et pourtant, je suis journaliste, j'ai un avis politique, je suis de gauche. Et au bout de 48 heures, faut rester solide sur ses appuis. Donc évidemment que des personnes qui n'ont pas un avis, en tout cas qui écoutent que ça, bah oui, si pendant 2 jours, 3 jours, 4 jours, 2 semaines, on leur dit la petite Lola, c'est à cause d'eux. Et bah oui. Ma grand-mère, elle regarde Hanouna à cause de moi. Grâce. Parce qu'en gros, j'y suis allée en fin 2022. Et du coup, elle avait jamais regardé. Elle a regardé pour me voir, discuter avec Gérald Darmanin. Et en fait, de là, elle s'est dit, c'est distrayant. Et donc, elle s'est mise à regarder. Et en fait, je l'ai au téléphone très souvent. Et en fait, très souvent, elle me raconte qu'elle a regardé le dernier quart d'heure. Elle ne regarde pas en entier, mais qu'elle a regardé le dernier quart d'heure pour voir. Et elle me raconte ce qu'elle y entend, etc. Et effectivement, ces émissions-là sont d'autant plus pernicieuses qu'en fait, elles viennent, sous couvert de divertissement et de raconter des histoires, servir justement un agenda. Et je veux dire, ça se pose pas en débat politique, ça raconte des histoires qui sont arrivées près de chez vous et ça fait un peu naître. Et effectivement, dans la ruralité, ce qui est le cas de ma grand-mère, ça rend encore plus poreux en fait aux infos qu'on voit à la télé, puisque forcément quand ça vise les personnes d'origine immigrée en général, dans ces campagnes-là, en tout cas moi, dans celles que je connais, il n'y en a pas trop. Donc en fait du coup, si la seule fenêtre sur une certaine immigration, c'est celle que te donne la télé, forcément ça va au terrain, quoi. C'est évident. Il y a très très longtemps, dans la ruralité, c'est une bonne expression, j'avais été avec des copains dans un supermarché vraiment dans la ruralité au fin fond de la France, avec des copains qui étaient tous racisés, et c'était pas, et je comprenais pas pourquoi le videur me suivait. Et au bout d'un moment, j'ai dit il y a un problème. Il me dit non mais c'est vous, il y a un problème. Et en fait, tu comprends que effectivement. Comment ça, c'est vous, il y a un problème? Il m'a dit en gros, j'étais avec mes 4 copains renois et genre est-ce que tout va bien? Bah ouais, je me suis pas fait kidnapper, je vais pas à l'Intermarché acheter. Waouh, s'inquiéter pour ta sécurité. Ouais. Et en fait, je me suis rendu compte, et on travaille tous de près ou de loin avec les médias, que là aujourd'hui c'est TPMP, mais il y a 15 ans, 20 ans, les gens dans la France reculée, ils connaissaient les Noirs et les Arabes que dans les rixes de Châtelet, dans zone interdite, ce qui se passe à Châtelet. Et c'est hyper inquiétant aujourd'hui qu'il y ait des chaînes d'infos qui matraquent les gens. Mais après, on s'écarte du sujet, je suis désolée. Non, mais je suis d'accord et consciente sur le fait que c'est pas nouveau aussi, parce que je me souviens quand on était petite, ça faisait, je sais pas si tu te rappelles, quand on était en primaire, il y avait tout le temps des infos comme quoi il y avait des jeux dangereux de plus en plus dans les écoles. Et moi à chaque fois je me disais mais je veux trop y jouer, c'est quoi ces jeux dangereux, je veux en savoir plus. Ce que tu disais aussi en fait, c'est l'importance des rumeurs. Et par exemple sur TikTok là, c'est une obsession particulièrement aux États-Unis de dire cette nouvelle trend qui inquiète. Et en fait c'est des choses qui n'existent pas. Et donc c'est assez dingue. Mais comme moi il y avait apparemment quelqu'un qui donnait des tatouages Malabar gratuits. Enfin bref, déjà ça n'a pas de sens. Génial. À la sortie d'école qui contenait le sida. Et il y avait eu des mots, non mais déjà, et il y avait des mots qui circulaient pour les parents, pour les alerter, faites attention, etc. Donc en fait, ces rumeurs-là, ça relève aussi du fait divers et ça raconte beaucoup de la société aussi. Attends, mais moi dans mon école, il y avait les pouls sont revenus, pas il y a un tatouage. Ça c'est possible. C'est ton histoire. Mais par contre, les piqûres, c'était il y a 2-3 ans. Ouais, moi, je l'entendais déjà dans les années 90. Les piqûres au cinéma. Au cinéma. Et en boîte de nuit. Je n'allais pas en boîte de nuit, maman. T'inquiète pas. Dans les années 90, mais il y a eu tout un moment où j'allais au ciné et j'avais vérifié s'il y avait pas. Mais tu vérifiais quoi exactement? Parce qu'il y a un mec qui te pique. T'as 13 ans, tu mais fais quoi? C'était toute la paranoïa autour du sida aussi. Il y avait c'était bien sûr. Les héroïnomanes nettoyaient leurs seringues dans les citrons des supermarchés aussi. Enfin, il y avait Je la connais pas. Alors, je profite qu'on parle de la thématique du sida pour faire un petit moment de prévention, car comme vous le savez peut-être, j'ai l'honneur immense d'être le visage de Radio France pour la campagne SIDAction qui va bientôt d'ailleurs passer à la télé. Je sais plus, j'ai plus la date, je suis désolée. En tout cas, demain, concernant cette campagne SIDAction, il y a un morceau qui a été produit par Damso, qui a réuni autour de lui tout plein d'artistes, parmi lesquels Eddie De Pretto, Lucky Love, Youssoupha, Medine,
Oshi, enfin il y a plein de monde. Voilà, vous pourrez le retrouver demain dans les bacs, j'en profite. Et on reprend notre discussion. Il y a quand même un truc positif, moi je trouve justement, on a évoqué un peu les réseaux sociaux, c'est que, je crois que quelqu'un l'a dit tout à l'heure, on disait pas féminicide avant que des militantes féministes se disent ok, tous ces crimes de femmes qui sont tuées parce que femmes, peut-être qu'il y a des liens en fait, et peut-être qu'on peut établir et y mettre un mot politique. C'est hyper intéressant, le passage du crime passionnel au féminicide. Il y a une super expo que je vous conseille jusqu'à mi-avril au MACVAL, donc le musée d'art contemporain du Val-de-Marne, sur le fait divers. Et c'est tout c'est un alphabet avec à chaque lettre son expression liée au fait divers. Et il y a F pour féminicide, et il y a toute cette interrogation. Enfin, c'est hyper intéressant. Et c'est vrai que là, il y a plein de... moi, je le vois avec Affaires sensibles, il y a plein d'affaires criminelles qu'on n'analysait pas de la même manière que maintenant. Typiquement, moi, j'ai bossé sur Lolo Ferrari, qui était l'archétype de la bimbo, qui avait fait 2 films de cul et qu'on a catégorisé comme actrice X, qui avait une poitrine refaite et gigantesque, était connue pour ça. Et à l'époque, on a parlé de sa mort, mais pas comme d'un premier féminicide. On a parlé de sa mort comme d'un mystère, une descente aux enfers, alors que le dossier judiciaire montre que c'est sûrement son agent / mari qui l'aurait assassiné. Donc ça permet en fait le mot féminicide de réanalyser énormément de faits divers justement. Mais surtout que pareil, je me souviens les rumeurs quand on était gamin, c'était des rumeurs qui la ridiculisaient un peu, comme quoi elle avait été étranglée avec ses seins. Et il y avait encore l'idée que c'était la faute de la femme. Oui, bien sûr. Et c'est hyper intéressant de revenir et d'avoir ce regard post-MeToo sur ces grandes affaires, ou encore l'affaire Quentin. Enfin, le podcast de Binge Audio est exceptionnel. Il est exceptionnel sur Marie Trintignant, sur comment on a parlé de cette affaire-là à l'époque comme d'une histoire d'amour tumultueuse, rock, etc. Et en fait, c'est génial de voir que maintenant, on l'analyse complètement différemment. Oui, puis c'était quelque chose vraiment qui était perçu comme sulfureux. Exactement. Il y avait un côté un peu excitant, dans passionnel, etc. Et le traitement de l'affaire par les médias, évidemment que les médias sont hyper coupables dans l'affaire de Marie Trintignant, mais Binge le débunk avec brio. Ouais, c'est génial, elle est géniale cette série. Et vraiment, il faut vraiment aller l'écouter. Et je pense, l'affaire Trintignant. Alors moi, je savais pas pour le Ferrari, tu m'apprends un truc. Écoute, il y a un super affaire sensible. Mais Trintignant, c'était moi de mémoire, c'est le grand féminicide en France, où il y a vraiment eu un mauvais traitement, mais aujourd'hui c'est peut-être le plus connu. Mais arrête-moi si je me trompe, mais non, je pense. Mais en tout cas, où tout le monde a requalifié et puis a changé de champ lexical. Ouais. Oui. En tout cas, là, on est en train de le voir différemment et tant mieux. Enfin, fallait le faire. Ludoc, on le disait tout à l'heure, tu as été donc directeur artistique de la créa digitale chez Canal+, avec qui Sarah est en partenariat manifestement. Arrête. Tu as aussi cofondé le studio Bagel. Donc tu as quand même un regard, une expertise sur ce qui crée la viralité, l'engouement, etc. Ce serait quoi ton analyse sur le fait qu'il y ait des faits divers qui prennent particulièrement auprès de l'opinion, qui la marquent? Je parle pas des faits divers qui nous ont marqués à chacun parce qu'il y avait tel ou tel truc qui nous rappelait notre vie, vraiment ceux qui font après société. Waouh. Je ne saurais pas du tout te dire. C'est la colle de fin d'émission. Ah ouais, parce que ça n'a pas forcément de rapport direct avec la viralité, enfin, parce que ça fonctionne aussi en radio, à la télé, au cinéma ou ailleurs. Je pense que c'est peut-être je sais pas si c'est une tendance qui arrive, mais j'ai l'impression que ça existe en fait depuis très très longtemps. Je vois pas forcément d'évolution, c'est juste qu'il y a de plus en plus de contenu, donc on en voit de plus en plus, mais en soi ça a toujours existé. Donc je saurais pas te faire de lien directement avec ce que je peux voir sur internet ou sur les réseaux sociaux. Et sur les réseaux, t'arrives pas forcément à voir ce qui marque et ce qui catch l'attention des gens et qui les. Tu vois, je pense justement tout à l'heure je citais Feldup. Moi, ces vidéos, honnêtement, je trouve ça très fort quand il raconte et tout. Puis il y a toute une ambiance, une atmosphère, une patte vraiment. Mais pareil, ne fût-ce que ces titres et ces miniatures, elles sont attrapeuses. Et je pense qu'il doit utiliser certains mots-clés qui viennent, sans qu'on s'en rende compte, faire résonner des trucs en nous, quoi. Alors je sais pas si... Pour moi, il n'y a pas eu de changement, ça a toujours existé. C'est plus la manière de la raconter ou la manière de la rendre... un peu plus personnel, parce que les gens vont l'incarner un peu plus, Feldup va l'incarner, Squeezie va l'incarner, etc. Donc c'est la forme qui a un peu changé, mais sur le fond, j'ai l'impression que ça a toujours
exister, qu'il n'y a pas une appétence spéciale aujourd'hui. Donc je te réponds pas trop à ta question, désolé. Non, mais je sais pas une trop bonne quoi te dire là-dessus. Non, mais tant qu'il y a des éléments, Constance. Là, tu as cité Feld Up et Squeezie, hein. mais ce qui est assez intéressant avec YouTube, c'est que quand même, bon, Patricia, c'est l'exception qui confirme la règle, mais le fait divers et la rubrique Polyjustice, c'est quand même longtemps resté un domaine de mecs, écrit par les mecs. Par des mecs, enfin il y avait quand même un côté très testostérone et qu'on voit dans les émissions. Enfin en fait, d'entrée l'accusé, c'est quand même un mec avec une veste en cuir qui va au pub et qui boit des whisky, etc. Donc il y a quand même ce côté-là. Et en fait, ce que je trouve génial avec Internet et avec YouTube particulièrement, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui se sont qui s'en sont emparées, et qui sont allées vers le true crime. Je pense à Sonia Liu, Victoria Charlton, Liv, et c'est ça qui est génial aussi, c'est que ça a créé une plateforme pour que des jeunes créatrices de contenu puissent en fait parler avec leur point de vue de jeunes femmes d'affaires criminelles. Patricia, qu'est-ce qui pour toi fait qu'une affaire marque, une société marque les esprits, avec toutes les affaires justement que tu as vues? Ouais. Franchement, j'ai du mal à répondre à ça. Il y a des histoires, dont l'affaire Grégory, Maggie George, il y a des histoires dont on sait dès le départ que ça va prendre, que, entre guillemets, alors ça c'est terrible à dire, mais que c'est une bonne histoire. Tu vois, pourquoi? Tu vois, Grégory, pourquoi? Parce qu'il y a un enfant, mais pas seulement. Parce que surtout, il y a un corbeau qui a harcelé la famille depuis 2 ans. Parce que c'est dans un petit mouchoir de poche dans les Vosges. Parce que, tu vois, il y a des histoires comme ça où tu sens dès le départ que ça va être... Ben là, on parlait tout à l'heure de Richard Durne, la tuerie du conseil municipal de Nanterre. Ben voilà, il a buté 8 élus de manière gratuite. Donc tu sais que ces histoires, elles vont prendre, entre guillemets. Et puis, enfin, moi, si tu veux, je regarde pas trop les réseaux sociaux. Moi, quand je traite une histoire, j'essaye de faire avec sérieux sur un média sérieux, soit un livre, soit un diffuseur sérieux. Tu vois, le grêlé, c'était pour France 2. Bon, ben voilà, des fois c'est pour Canal, des fois c'est pour Netflix. Mais, et je me préoccupe pas trop du reste parce que je veux pas me faire polluer par toutes ces réactions, parfois complètement zarbi qui arrivent, quoi. Sarah, pour toi, qu'est-ce qui fait que justement quelque chose va faire du bruit et faire société derrière? On parlait tout à l'heure de ne pas glorifier évidemment les tueurs. Moi, ce qui vient me chercher, je pense que je ne suis pas la seule, c'est l'humain. C'est qu'est-ce que ça raconte de nous en collectivité, et à la fois dans les bas instincts dont on a beaucoup parlé, mais aussi, voilà, là on parle du petit Grégory, c'est un enfant. Xavier Dupont de Ligonnès, on n'a pas beaucoup parlé, pourtant je pense que c'est quand même un des plus grands cold case français. Pareil, il y a une famille, ils ont l'air de beaucoup s'aimer, il y a des enfants, il y a des chiens. Il y a une classe sociale aussi. Il y a quand même des choses qui sont hilarantes quand on en prend un peu de recul, comme les... Donc ça va chercher un peu partout l'humour, la famille. Et moi, en tout cas, ce qui me touche, et je doute vraiment être la seule, c'est, oui, qu'est-ce que ça raconte de nous en plus grand, en quoi cet intime-là, ça raconte l'universel.